L'Alzheimer chez la femme, la prévention, elle commence dès 40 ans. Mesdames, vous pensez peut-être que la maladie d'Alzheimer, c'est un sujet dont on doit se préoccuper à 70-80 ans. Lorsqu'on commence à oublier nos rendez-vous, lorsqu'on cherche davantage ses mots ou lorsque la mémoire commence à nous inquiéter réellement. En réalité, la santé de votre cerveau se construit plusieurs décennies avant l'apparition éventuelle des premiers symptômes, comme pour beaucoup de maladies. Elle se construit dès 40 à 50 ans, précisément au moment où votre sommeil commence parfois à se dégrader, au moment où votre composition corporelle évolue, où la masse musculaire diminue plus facilement, où la graisse abdominale peut s'installer, où la pression artérielle, la glycémie, le cholestérol peuvent commencer à augmenter, et bien sûr au moment où survient progressivement la transition hormonale de la périménopause. Ça ne signifie absolument pas que la ménopause provoque la maladie d'Alzheimer. Ça signifie que cette période de la vie constitue vraiment une occasion majeure de faire le point sur sa santé, aussi bien cérébrale, cardiovasculaire que métabolique. Je suis le docteur Myriam Saketi, je suis médecin esthétique et micronutritionniste. Vous êtes ici sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que l'on doit réellement prendre en compte par rapport à ce que nous savons sur la prévention de la maladie d'Alzheimer chez la femme. On va parler de génétique, on va parler d'hormones, de sommeil, de glycémie, de diabète, de tension artérielle, cholestérol, évidemment d'activité physique et de nutrition. Et on parlera également des biomarqueurs sanguins, des traitements hormonaux, des compléments alimentaires, mais surtout, j'aimerais qu'on fasse la différence entre les facteurs de risque qui sont scientifiquement établis et toutes les promesses excessives que l'on voit encore circuler sur les réseaux sociaux. On ne sait pas aujourd'hui empêcher tous les cas de maladie d'Alzheimer. Il n'y a aucun aliment, il n'y a aucun complément alimentaire et aucun protocole qui ne peut garantir qu'on ne développera jamais cette maladie. Mais en revanche, on sait qu'une part importante du risque de démence est associée à des facteurs sur lesquels il est possible d'agir. Il a été estimé en 2024 par la commission de Lancet qu'environ 45% des cas de démence pouvaient théoriquement être retardés, voire évités, à l'échelle de la population si l'on agissait sur 14 facteurs de risque qui sont modifiables tout au long de la vie. Alors ça ne veut pas dire que chacune d'entre nous peut diminuer individuellement son risque de 45% en cochant 14 cases. Ça, c'est une estimation sur la population. Mais ça nous transmet quand même un message qui est vraiment essentiel. On ne contrôle pas tout, mais on est loin d'être impuissante sur la prévention à l'échelle individuelle. L'Alzheimer, ce n'est pas une conséquence normale de l'âge. Vieillir, ça ne signifie pas forcément développer une démence et notamment une maladie d'Alzheimer. Avec l'âge, il est plus fréquent de chercher un mot, un nom pendant quelques secondes, d'avoir besoin de prendre des notes sur un papier pour beaucoup plus de choses, de se sentir moins rapide aussi lorsque l'on doit notamment réaliser plusieurs tâches en même temps. Ça ne signifie pas qu'une maladie neurodégénérative est en train de faire son apparition. La maladie d'Alzheimer, c'est une pathologie qui entraîne une détérioration progressive des fonctions cognitives. Alors il y a la mémoire, bien sûr, la plus connue, mais aussi des troubles du langage, de l'orientation, du raisonnement, de la capacité à planifier. Le comportement, lui aussi, est altéré et à terme, évidemment, ça retentit sur l'autonomie. Sur le plan biologique, il y a deux grandes anomalies qui sont fréquemment associées à cette maladie. D'une part, on a l'accumulation de peptides bêta-amyloïdes entre les neurones et de l'autre, on a une accumulation normale de protéines Tau à l'intérieur des neurones. Les protéines Tau, elles ont normalement un rôle de stabilisation de microtubules qui constituent en quelque sorte un système de transport interne aux neurones. Dans la maladie d'Alzheimer, elles vont subir des modifications anormales, elles vont se détacher et elles peuvent former des enchevêtrements neurofibrillaires. Donc progressivement, les communications entre les neurones, elles sont moins efficaces et on a certains neurones qui dégénèrent. Mais ce serait vraiment trop simple de résumer l'Alzheimer à deux protéines. Certaines personnes présentent une quantité importante de dépôts amyloïdes dans le cerveau sans avoir immédiatement de démence. Et à l'inverse, la gravité des symptômes dépend également de l'extension des lésions liées à la protéine Tau, de la perte neuronale
et de la santé des vaisseaux cérébraux, mais aussi de l'inflammation et de la capacité qu'a le cerveau à compenser. Donc la maladie d'Alzheimer, c'est probablement le résultat de plusieurs mécanismes qui interagissent. On a évidemment la génétique, le vieillissement, la santé cardiovasculaire, le métabolisme, l'inflammation, les mitochondries encore elles, l'environnement et ce qu'on appelle la réserve cognitive. À l'origine, on évoquait les protéines tau, les substances amyloïdes, l'ApoE, le diabète, l'exercice, la stimulation intellectuelle. Donc, c'était des hypothèses particulièrement intéressantes, mais plusieurs conclusions concernant notamment les graisses, le cholestérol, l'aluminium ou certains compléments ne correspondent plus vraiment aux données scientifiques actuelles. Alors, pourquoi les femmes sont davantage concernées par l'Alzheimer? Dans de nombreux pays, les femmes représentent jusqu'à 2/3 des personnes qui vivent avec une maladie d'Alzheimer. Bon, le premier facteur évident, c'est la longévité. Les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes. Et l'âge reste le facteur de risque le plus important de démence. Mais il est possible que la longévité n'explique pas tout. Les chercheurs s'intéressent également aux différences cardiovasculaires, aux différences métaboliques, immunitaires, sociales et hormonales, évidemment, entre les hommes et les femmes. Il faut toutefois rester prudente. On ne peut pas dire que la chute des oestrogènes provoque directement la maladie d'Alzheimer. On ne peut pas non plus affirmer que le traitement hormonal empêche la maladie d'Alzheimer. En revanche, on sait que la transition hormonale de la ménopause modifie plusieurs paramètres qui peuvent influencer la santé cérébrale. Le sommeil qui peut devenir plus fragmenté, c'est souvent le cas. Les bouffées de chaleur qui provoquent des réveils répétés. La graisse abdominale qui s'installe, la sensibilité à l'insuline qui diminue, en lien avec cette graisse abdominale d'ailleurs, la tension artérielle et le profil lipidique qui peuvent évoluer également, la masse musculaire qui tend à diminuer, ce qu'on appelle la sarcopénie, si on ne maintient pas une activité physique et une alimentation adaptée, l'humeur qui peut également être affectée, et tous ces paramètres, ça ne concerne pas uniquement le confort de vie, ça concerne également la santé cardiovasculaire, la santé métabolique et cérébrale. C'est pour cette raison que la quarantaine et la cinquantaine représentent une période stratégique. Non pas parce qu'une fenêtre se fermerait brutalement après 40 ans, mais parce que c'est souvent à cette période-là que plusieurs facteurs de risque commencent à apparaître, alors qu'il est encore possible d'agir longtemps avant un éventuel déclin cognitif. C'est quoi la réserve cognitive? Pourquoi certains cerveaux résistent mieux et notamment à la maladie d'Alzheimer? Deux personnes peuvent présenter des lésions cérébrales relativement comparables et pourtant avoir des symptômes très différents. L'une va conserver une vie autonome pendant longtemps alors que l'autre va développer plus rapidement des troubles de la mémoire ou du raisonnement. Cette différence, elle s'explique en partie par ce qu'on appelle la réserve cognitive. Alors imaginez deux réseaux routiers. Le premier possède une seule route entre deux villes. Si cette route est coupée, plus rien ne circule. Le deuxième réseau comporte plusieurs routes secondaires, des ponts, des déviations et des itinéraires alternatifs. Même si une voie devient impraticable, la circulation elle peut continuer par d'autres voies. Le cerveau fonctionne un peu de cette manière. Plus il a développé de réseaux, de compétences, d'automatismes et de stratégies, plus il est à même de compenser certaines lésions et parfois même pendant très longtemps. Cette réserve cognitive, elle se construit tout au long de la vie par l'éducation, par la lecture, par les apprentissages, par la complexité de l'activité professionnelle, par la musique également, par des activités comme la danse, des activités manuelles, par les relations sociales extrêmement importantes, mais aussi par les voyages, par de nouveaux projets, toutes les situations qui obligent le cerveau à s'adapter. Donc ça ne signifie pas qu'il faut que les mots croisés vont garantir une protection absolue contre l'Alzheimer, mais si vous réalisez chaque jour le même jeu, que vous maîtrisez complètement, l'effort cognitif est délimité. L'intérêt, c'est plutôt d'apprendre quelque chose de nouveau, une langue, un instrument, une chorégraphie, une activité technique, une nouvelle compétence numérique même, ou simplement continuer à résoudre des problèmes complexes et à vous confronter à des environnements différents. Le cerveau, il n'a pas uniquement besoin d'être occupé, il a besoin d'être stimulé, d'être mis un peu au défi, d'être surpris. Alors,
Je vous ai parlé de facteurs de risque. Alors quels sont ces 14 facteurs de risque sur lesquels on peut agir? C'est des facteurs de risque qui sont réellement modifiables au cours de la vie. Il y a le faible niveau d'éducation au début de la vie, la perte auditive, un LDL cholestérol élevé en milieu de vie, une hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, la surcharge pondérale au milieu de la vie, l'inactivité physique, le tabagisme, la consommation excessive d'alcool évidemment, les traumatismes crâniens, la dépression non prise en charge, l'isolement social, mais également la pollution atmosphérique, la perte visuelle non corrigée, le cholestérol, le LDL cholestérol élevé en milieu de vie et la perte visuelle non traitée ont été ajoutés notamment lors de la mise à jour de 2024. Cette liste, elle nous oblige à changer un peu notre façon de penser l'Alzheimer. La prévention, elle ne se résume pas juste à entraîner sa mémoire. Elle consiste vraiment à protéger l'ensemble de cet environnement dans lequel le cerveau fonctionne, c'est-à-dire son environnement au niveau de ses vaisseaux, son approvisionnement énergétique, son oxygénation, la qualité du sommeil bien sûr, mais aussi l'audition, ne pas hésiter à appareiller, la vision de la même façon, la santé mentale qui a une importance cruciale, la mobilité, la richesse des interactions sociales. Protéger son cerveau, c'est protéger ses vaisseaux. Le cerveau, il dépend en permanence d'un apport suffisant en oxygène d'une part et en nutriments. Il est traversé par un réseau qui est extrêmement dense de vaisseaux sanguins. Et lorsque la tension artérielle reste trop élevée pendant plusieurs années, les petites artères cérébrales, elles peuvent être progressivement endommagées. Ces lésions, elles ne provoquent pas toujours un accident vasculaire cérébral brutal. Elles peuvent également entraîner des micro-infarctus silencieux, des lésions au niveau de la substance blanche et une diminution de la qualité de la perfusion du cerveau. On oppose souvent la démence vasculaire à la maladie d'Alzheimer, mais dans la vraie vie, les lésions sont assez fréquemment mixtes. Une même personne, elle peut présenter des dépôts amyloïdes, des anomalies de la protéine Tau, mais aussi des lésions vasculaires. Et finalement, plus le cerveau a subi d'agressions vasculaires, moins il dispose de réserves pour compenser une maladie neurodégénérative. Donc la tension artérielle, c'est vraiment un sujet autant cérébral que cardiovasculaire. Ça ne signifie pas qu'une mesure isolée à 13,8 prouve que votre cerveau est à risque et va être endommagé. Mais la pression artérielle, elle varie selon le stress, l'activité, le sommeil, la douleur, même les conditions de mesure. En revanche, une tension artérielle durablement trop élevée en milieu de vie, ça mérite d'être pris en charge. Connaître sa tension artérielle, ça ne relève pas de l'obsession médicale, ça fait partie des mesures de prévention extrêmement simples. Lorsque c'est nécessaire, il faut réaliser plusieurs mesures à domicile, dans des bonnes conditions, avec un appareil validé et les interpréter avec son professionnel de santé. L'OMS recommande d'agir sur les principaux facteurs cardiovasculaires et métaboliques dans le cadre de la réduction du déclin cognitif et de la démence. On voit maintenant la glycémie, le diabète, la résistance à l'insuline. Le cerveau, il est également un organe métabolique. Il utilise une quantité très importante d'énergie et il n'est absolument pas isolé du reste de l'organisme. Le diabète de type 2 est associé à une augmentation du risque de déclin cognitif et de démence. Ça ne veut là encore pas dire que toutes les personnes diabétiques développeront une maladie d'Alzheimer, mais l'hyperglycémie chronique, la résistance à l'insuline et les atteintes vasculaires associées, ça va créer un environnement qui est défavorable au cerveau. Lorsque le glucose reste élevé longtemps, on a plusieurs mécanismes qui apparaissent. Une augmentation du stress oxydatif, une inflammation chronique, une altération des petits vaisseaux, des perturbations au niveau des mitochondries, une glycation des protéines qui peut les rendre anormalement dysfonctionnelles. La glycation, ça correspond à la fixation de sucre sur les protéines ou sur les lipides. Avec le temps, ce phénomène, ça va altérer le fonctionnement et ça va favoriser ce qu'on appelle les produits avancés de glycation, les AGE. On entend parfois d'ailleurs, et on en parle de plus en plus souvent, on appelle Alzheimer le diabète de type 3. Alors cette expression, elle attire l'attention, mais elle est un peu trop simpliste. La maladie d'Alzheimer, ce n'est pas un troisième type de diabète. Elle ne peut pas être réduite juste à un problème d'insuline. Cependant,
cette formule rappelle vraiment que la santé métabolique et la santé cérébrale sont profondément liées. À partir de 40-50 ans, particulièrement pendant la transition hormonale, ménopausique, périménopausique, il est très pertinent de surveiller son tour de taille, de mesurer sa tension artérielle, sa glycémie, voire son hémoglobine glyquée, en fonction évidemment du contexte clinique. L'insulinage peut également apporter des informations complémentaires, le test de HOMA, mais l'interprétation, elle n'est pas standardisée à elle seule pour évaluer un risque de maladie d'Alzheimer, bien sûr. L'objectif, ce n'est pas de multiplier les analyses chez tout le monde. L'objectif, c'est d'identifier les femmes qui présentent réellement un terrain métabolique défavorable. On a par exemple une fatigue excessive après les repas, une prise de graisse abdominale, des antécédents de diabète gestationnel, ce qu'on a appelé jusqu'à maintenant le syndrome des ovaires polykystiques, les antécédents familiaux, la stéatose hépatique aussi, l'hypertension et une glycémie qui augmente progressivement. Le cholestérol, on va sortir un peu des deux extrêmes, c'est un sujet qui suscite énormément de débats. Le cholestérol, il est indispensable au bon fonctionnement hormonal et cérébral. Le cholestérol, ça n'est pas un poison, il est indispensable à l'organisme. Il participe à la structure de nos membranes cellulaires, mais il participe également, il est indispensable à la synthèse des hormones stéroïdiennes, à la fabrication des acides biliaires et au fonctionnement du système nerveux. Le cerveau contient une part importante du cholestérol total de l'organisme. Il faut comprendre une nuance fondamentale, le cholestérol cérébral et le cholestérol sanguin, ils appartiennent à deux compartiments distincts. Les lipoprotéines circulantes qui traversent peu la barrière hémato-encéphalique. Le cerveau, il va fabriquer localement l'essentiel du cholestérol dont il a besoin. Par conséquent, dire que le cerveau a besoin de cholestérol, ça ne signifie pas qu'un LDL élevé va le nourrir ou le protéger. Mais il ne faut pas non plus réduire à tout prix le LDL chez toutes les personnes et assimiler la santé d'une personne à son seul taux de cholestérol LDL. Une décision médicale doit toujours prendre en compte l'ensemble du terrain, l'âge. Est-ce que la personne fume? Quelle est sa tension artérielle? Est-ce qu'elle est à risque de diabète? Est-ce qu'il y a du diabète dans sa famille? Quelle est sa fonction rénale? Quels sont ses antécédents cardiovasculaires? Est-ce qu'il y a une présence d'athérosclérose? Comment est son ApoB? Est-ce qu'on a dosé une lipoprotéine A? Quels sont les antécédents familiaux? Quelle est la composition corporelle, l'activité physique? La mise à jour de 2024, elle considère qu'un LDL élevé en milieu de vie est quand même associé à une augmentation du risque ultérieur de démence. Ça ne signifie pas non plus qu'il faut absolument instaurer un traitement chez tout le monde. Ça ne signifie pas non plus que les statines sont un traitement spécifique de la prévention de la maladie d'Alzheimer. Ça ne signifie pas qu'une valeur isolée de LDL devrait déclencher automatiquement une prescription chez toutes les femmes. Alzheimer est ApoE4. C'est un facteur de risque, pas une condamnation. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'ApoE4. L'apolipoprotéine E participe au transport et au métabolisme des lipides, notamment dans le système nerveux. Le gène ApoE existe sous plusieurs variantes, ApoE2, E3, E4. E4 constitue le principal facteur génétique de susceptibilité connu dans les formes sporadiques de maladie d'Alzheimer. Avoir une copie d'ApoE4 augmente le risque statistique, avoir deux copies l'augmente davantage. Mais ApoE4, ce n'est pas un diagnostic. Toutes les personnes porteuses ne développeront pas la maladie d'Alzheimer et de nombreuses personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ne possèdent pas deux copies d'ApoE4. Ce gène, il intervient probablement dans plusieurs processus, notamment le métabolisme lipidique, la clairance de l'amyloïde, l'inflammation, la fonction vasculaire et la réparation neuronale. Il ne faut cependant pas le réduire à un simple problème de transport du cholestérol vers le cerveau. Donc, est-ce qu'il faut tester son ApoE? Pas systématiquement. Connaître le résultat peut avoir des conséquences psychologiques parfois importantes et à ce jour, il ne transforme pas automatiquement la prise en charge préventive d'une personne qui est asymptomatique. Dans certains contextes spécialisés, notamment
avant certains traitements anti-amyloïdes, le génotype ApoE peut en revanche être utile pour évaluer le risque d'effet indésirable. Mais un test génétique, ça ne devrait jamais être réalisé juste par curiosité, sans information préalable et sans réflexion sur ce qu'on fera du résultat après. Alzheimer et sommeil, ça c'est le pilier sous-estimé. Le sommeil, ce n'est pas une période pendant laquelle le cerveau s'éteint. Pendant la nuit, le cerveau consolide les apprentissages, il régule les émotions, il réorganise certains réseaux neuronaux et il participe à de nombreux processus de restauration cellulaire. Des travaux expérimentaux ont également mis en évidence le système glymphatique, un système d'échange de fluide qui pourrait contribuer à l'élimination de certains métabolites cérébraux. On entend parfois que le cerveau se nettoie pendant le sommeil, c'est un peu ça. Cette image, elle est utile pour comprendre le principe, mais elle ne doit pas être transformée en certitude excessive. On ne peut pas affirmer qu'une nuit courte provoque automatiquement une accumulation de substances amyloïdes ou qu'un nombre précis d'heures empêcherait la survenue d'une maladie d'Alzheimer. En revanche, les troubles chroniques du sommeil sont associés à une moins bonne santé cognitive. Et surtout, certains troubles doivent être recherchés activement. L'apnée obstructive du sommeil, par exemple, entraîne des baisses répétées de l'oxygénation, des micro-éveils et une fragmentation du sommeil. Donc, elle favorise également l'hypertension, les troubles métaboliques. Chez une femme qui ronfle beaucoup, qui présente des pauses respiratoires, qui se réveille avec des céphalées et qui reste épuisée malgré un temps de sommeil suffisant ou s'endort facilement dans la journée, il faut quand même envisager un dépistage. Pendant la périménopause, les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes peuvent aussi, évidemment, fragmenter profondément le sommeil. Une femme qui va se réveiller 6 fois par nuit depuis plusieurs années, elle ne doit pas simplement recevoir le conseil de se coucher plus tôt. Il faut identifier la cause, que ce soit les symptômes vasomoteurs, une apnée du sommeil, un syndrome parfois des jambes sans repos, des douleurs également, une anxiété, la consommation également d'alcool qui perturbe la qualité du sommeil, la prise de médicaments, les troubles thyroïdiens également qui peuvent intervenir ou un rythme de vie finalement qui n'est pas adapté. Protéger son sommeil, c'est protéger sa santé métabolique, sa santé cardiovasculaire, mentale et cérébrale. Maladie d'Alzheimer et activité physique. L'importance de la masse musculaire. S'il existe un levier capable d'agir simultanément sur presque tous les facteurs de risque, c'est l'activité physique. Elle améliore la sensibilité à l'insuline, elle aide à contrôler la pression artérielle, elle améliore la fonction vasculaire, elle participe au maintien du poids et de la composition corporelle en luttant contre la sarcopénie et la distribution de masse grasse par rapport à la masse maigre. Elle réduit bien sûr la sédentarité, elle améliore souvent le sommeil et évidemment l'humeur. Elle permet également de maintenir une mobilité optimale et elle stimule plusieurs mécanismes associés à la plasticité cérébrale. On cite fréquemment le BDNF, qui est un marqueur qui participe à la survie neuronale et à la plasticité synaptique, le Brain Derived Neurotrophic Factor. Mais les bénéfices de l'exercice ne reposent pas sur une seule molécule. Vraiment, ça concerne tout l'organisme. Il faut également arrêter de ne parler que du poids. La masse musculaire, c'est un organe métabolique qui va utiliser le glucose, qui améliore la sensibilité à l'insuline, qui protège contre toute fragilité et qui permet de rester autonome. En diminuant notamment le risque de chute, elle rend possible une activité physique régulière avec l'avancée en âge. Et quel que soit l'âge, après 40 ans, particulièrement pendant la périménopause, le renforcement musculaire, il est essentiel. Marcher, c'est excellent, mais marcher, ça ne remplace pas le renforcement et ça ne permet pas de maintenir la même masse musculaire et de lutter contre la sarcopénie de la même façon. Il faut aussi porter des charges, tirer, pousser, se relever, travailler les jambes, le dos, les bras, l'équilibre également. Les recommandations actuelles de l'OMS, elles encouragent les adultes à cumuler 150 à 300 minutes d'activité aérobie modérée par semaine ou 75 à 150 minutes d'activité intense, ainsi que du renfort au moins 2 jours par semaine. Le plus important, c'est de partir de son niveau réel. Une femme totalement sédentaire, elle peut commencer par 10 minutes de marche après les repas qui vont vraiment améliorer la sensibilité à l'insuline, puis augmenter progressivement. 2 petites séances de renfort bien conduites, même de 10 minutes, valent mieux qu'un programme parfait abandonné après 2 semaines.
Maladie d'Alzheimer et audition, vision, isolement social. La maladie d'Alzheimer, l'œil et l'oreille. L'audition, c'est un des facteurs les plus souvent négligés. Lorsqu'une personne commence à mal entendre, à suivre une conversation avec difficulté, ça lui demande davantage d'efforts. Et progressivement, elle peut même éviter les repas de groupe, se détacher, participer moins, sortir moins. Donc elle reçoit moins de stimulation et elle va s'isoler parfois même sans s'en rendre compte. Une aide auditive ne garantit pas qu'une personne n'aura jamais de démence, mais clairement, laisser évoluer une perte auditive sans prise en charge, c'est une mauvaise stratégie pour la santé cérébrale et sociale. Alors, c'est la même chose pour la vision. Une vision insuffisamment corrigée, ça limite la lecture, la conduite, les déplacements, même l'activité physique et les interactions sociales. C'est pour ça que la perte visuelle non traitée a été ajoutée aux facteurs modifiables dans le fameux rapport 2024 du Lancet. Le cerveau est également profondément un organe social. Une conversation, ça demande d'identifier un visage, de comprendre une phrase, mémoriser une info, interpréter une émotion, choisir une réponse et de s'adapter en quelques secondes. C'est un exercice cognitif qui est finalement hyper complexe. L'isolement social, il est associé à une augmentation, clairement, du risque de démence. Mais attention, on n'est pas là pour culpabiliser les personnes isolées. L'isolement, ça peut être la conséquence d'un veuvage, d'une perte auditive non appareillée, d'une dépression, d'une maladie chronique, parfois même un manque de mobilité. La précarité intervient elle aussi, ou bien même un éloignement géographique par rapport à la famille. Donc, préserver les relations sociales, ça fait aussi partie de la prévention et ça suppose parfois de traiter des obstacles qui empêchent la personne de maintenir ses liens. Maladie d'Alzheimer, dépression, stress et santé cognitive. La relation entre dépression et démence est vraiment complexe. Une dépression, ça peut constituer un facteur de risque. Elle peut entraîner une diminution de l'activité physique, un isolement, un mauvais sommeil et même une alimentation désorganisée. Mais elle peut aussi, dans certains cas, représenter une manifestation précoce d'une maladie cérébrale en développement. Une dépression persistante après 40-50 ans, ça mérite une prise en charge adaptée. Ça ne doit jamais être réduit juste à un manque de volonté. On voit encore beaucoup trop de femmes mises sous antidépresseurs sans évaluation aucune, juste parce qu'elles n'ont pas trop le moral, qu'elles ne dorment pas bien et que ça permet de masquer un petit peu les symptômes. Concernant le stress, on entend souvent que le cortisol détruit directement l'hippocampe. La réalité, elle est beaucoup plus nuancée. Un stress ponctuel, c'est un phénomène normal et adaptatif. En revanche, un stress chronique, associé à un sommeil de mauvaise qualité, une anxiété persistante, une sédentarité et une inflammation, ça peut contribuer à dégrader la santé globale. La respiration, la méditation, le yoga, se balader dans la nature, les activités apaisantes, tout ça c'est très utile, mais ça ne doit pas non plus devenir une nouvelle injonction santé. L'objectif, c'est pas de rajouter du stress, c'est pas de ne plus être stressé du tout. L'objectif, c'est de disposer de stratégies de récupération et de ne pas rester pendant des années dans un état d'épuisement permanent à la limite du burn-out. Maladie d'Alzheimer, quelle alimentation pour protéger son cerveau? Je vous préviens tout de suite, il n'y a pas d'aliment miracle, mais les modèles alimentaires qui disposent aujourd'hui des données les plus cohérentes sont proches du régime méditerranéen. Ils vont privilégier évidemment les légumes, notamment les légumes verts, les fruits entiers plutôt que les compotes et les jus de fruits, les fruits rouges très riches en antioxydants, les légumineuses pour leurs protéines et leurs glucides complexes, les noix, l'huile d'olive de première pression à froid, un de mes aliments préférés, le poisson, consommer régulièrement, des protéines de qualité et surtout des aliments peu transformés. À côté de ça, ils limitent évidemment les boissons sucrées, y compris les jus de fruits, les sucres ajoutés, les produits ultra transformés, les farines raffinées consommées en excès, les graisses trans et les quantités excessives d'alcool. L'OMS considère qu'un modèle alimentaire méditerranéen peut être recommandé dans le cadre de la réduction du risque de déclin cognitif, même si le niveau de preuve varie selon les interventions. Est-ce qu'il faut supprimer tous les glucides? Non. Des lentilles, des haricots, des fruits entiers, des céréales peu transformées ne vont pas avoir le même impact métabolique qu'un soda, un jus de fruits, des biscuits ou une alimentation dominée par les farines raffinées. En revanche, chez une femme qui présente une résistance à l'insuline,
un diabète, une hypertriglycéridémie, la quantité, la qualité, la répartition des glucides doivent absolument être adaptés. Est-ce qu'il faut consommer plus de protéines? Oui, particulièrement après 40 ans, la majorité du temps, les femmes consomment trop peu de protéines. Les protéines, elles participent au maintien de la masse musculaire, je vous en parlais, la fameuse sarcopénie, la diminution de la masse musculaire, et il est utile de les répartir en différents apports au cours de la journée, de choisir des sources variées, du poisson, de la viande, des œufs, de la volaille. Si on est végétarien, combiner céréales et légumineuses, les produits laitiers selon leur tolérance, le tofu, le tempeh et des viandes en quantité raisonnable et de bonne qualité. La choline, présente notamment dans les œufs, le poisson, le soja, certaines viandes participent à la synthèse de l'acétylcholine et à la structure des membranes. Ça ne signifie pas que manger des quantités massives d'œufs va vous empêcher d'avoir un Alzheimer, mais il n'y a aucune raison de diaboliser systématiquement le jaune d'œuf chez une personne dont l'alimentation globale est équilibrée. Concernant les matières grasses, il faut privilégier la qualité, l'huile d'olive, les noix, les graines, l'avocat, les poissons gras, bien évidemment, et notamment les petits poissons gras, l'huile de colza qui apporte également de l'acide alpha-linolénique et ne doit pas être classée avec les huiles partiellement hydrogénées ou les graisses trans. Il faut aussi sortir des slogans selon lesquels toutes les huiles végétales sont toxiques. Maladie d'Alzheimer et vin rouge. Le vin rouge ne prévient pas la maladie d'Alzheimer. Pendant longtemps, on a affirmé qu'un verre de vin rouge par jour protégeait le cerveau grâce au resveratrol. Cette conclusion, elle reposait principalement sur des études observationnelles. Or, une personne qui boit modérément du vin peut aussi avoir une alimentation, une vie sociale, un niveau de revenu et un accès aux soins différents. Il est donc très difficile d'attribuer l'éventuel bénéfice au vin lui-même. La consommation d'alcool, elle est clairement associée à des lésions cérébrales et un risque accru de démence. Le message est simple. Si vous ne buvez pas, ne commencez surtout pas à boire pour protéger votre cerveau avec ce verre de vin rouge par jour. Je ne vais pas me faire des amis. Si vous consommez de l'alcool, il est préférable de rester sur des quantités faibles, évidemment, occasionnelles, plutôt que de le transformer en verre quotidien, en pseudo-prescription médicale. Maladie d'Alzheimer, faut-il avoir peur de l'aluminium et notamment l'aluminium dans l'eau? L'hypothèse d'un lien entre l'exposition à l'aluminium et l'Alzheimer a fait l'objet de nombreuses discussions. Des études anciennes ont observé des associations entre des concentrations d'aluminium dans l'eau et le risque de démence. Mais ces données, elles ne permettent pas de conclure qu'utiliser systématiquement de l'eau en bouteille prévient non plus de la maladie d'Alzheimer. C'est excessif de recommander une marque particulière d'eau minérale comme stratégie de prévention. L'exposition environnementale mérite d'être étudiée, mais elle ne doit pas détourner l'attention des facteurs beaucoup mieux établis que sont l'hypertension, le diabète, le tabagisme, la perte auditive, l'inactivité physique ou une activité insuffisante, un sommeil de mauvaise qualité et évidemment, on en a parlé, l'isolement social. Maladie d'Alzheimer et compléments alimentaires. Existe-t-il un complément capable d'empêcher la maladie d'Alzheimer? La réponse est non. Je préfère vous le dire tout de suite. Les compléments, ils peuvent avoir un intérêt lorsqu'ils viennent corriger une carence ou lorsqu'ils répondent à une indication précise. Par exemple, la vitamine B12, elle doit être dosée dans certains contextes et complémentée. Chez des personnes qui suivent un régime végétalien, en cas de malabsorption, de chirurgie digestive, également chez les patients qui ont une prise prolongée de metformine, qui est un médicament antidiabétique oral, ou une prise prolongée de certains traitements qui réduisent l'acidité de l'estomac. Une carence en B12, ça peut provoquer des troubles neurologiques et cognitifs. La vitamine D est également intéressante, mais corriger une carence, ça ne signifie pas que prendre des doses massives chez une personne non carencée, ça va prévenir la maladie d'Alzheimer. Même prudence pour les oméga 3. Le DHA participe à la structure des membranes neuronales et les poissons gras ont leur place dans une alimentation équilibrée. Mais les essais ne permettent pas de promettre qu'une supplémentation massive va empêcher de manière systématique la maladie. Concernant la curcumine, le ginkgo, l'acétyl, L-carnitine, la choline, l'huperzine, les résultats, là, ça reste plus hétérogène. Les études sont souvent de petites études, les formulations diffèrent, la biodisponibilité peut varier. Et finalement, les bénéfices cliniques ne sont pas toujours suffisants pour proposer un protocole à grande échelle, un protocole universel. Ces produits peuvent également interagir avec des médicaments, donc il faut toujours
prendre avis auprès d'un professionnel. Le ginkgo, par exemple, peut augmenter le risque hémorragique, particulièrement chez des patients qui auraient des anticoagulants ou des antiagrégants plaquettaires. La pipérine, elle peut modifier aussi le métabolisme de certains traitements. La curcumine, elle peut poser problème dans certains contextes, notamment biliaires ou hémorragiques. L'huperzine A possède une activité pharmacologique sur l'acétylcholinestérase. Naturel, ça ne veut pas toujours dire anodin. Maladie d'Alzheimer et traitement hormonal de la ménopause. Parlons maintenant du traitement hormonal. Les œstrogènes exercent de nombreux effets sur le cerveau. Ils vont intervenir au niveau de la neurotransmission, de la régulation vasculaire et de certains processus métaboliques. Il était donc logique de se demander si le traitement hormonal pouvait prévenir la maladie d'Alzheimer. À ce jour, on n'a pas de preuve certaine qu'il peut empêcher l'apparition de maladie d'Alzheimer, mais chez les femmes non traitées, il y a plus de cas de maladie d'Alzheimer. Donc le traitement hormonal, il doit être mis en place pour des bénéfices santé plus larges et pas uniquement pour le fonctionnement cognitif. Et le traitement hormonal, ça reste le traitement le plus efficace sur les symptômes vasomoteurs, notamment les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes. Il va également protéger contre la perte osseuse, l'ostéoporose, l'ostéopénie, le risque de fracture et permettre de lutter contre la résistance à l'insuline et l'accumulation de masse grasse aussi au détriment de la masse maigre avec une activité adaptée, une alimentation adaptée. Il améliore les symptômes, donc le sommeil, la qualité de vie. Donc indirectement, il va aussi aider de nombreuses femmes à optimiser leur santé. Chez une femme symptomatique âgée de moins de 60 ans, sans contre-indication, c'est sûr que le rapport bénéfice-risque, il est favorable et on se pose de plus en plus la question, même dès la périménopause. Mais la décision, elle doit toujours être individualisée, elle dépend des symptômes, de l'âge, du délai d'apparition de ces symptômes, des antécédents personnels, familiaux, du risque thromboembolique de la femme, de son risque cardiovasculaire et de son bilan cardiovasculaire, du traitement envisagé, de la voie d'administration et de la présence ou non d'un utérus, par exemple. Le traitement hormonal, c'est un traitement de la diminution des œstrogènes. Ce n'est pas une assurance contre l'Alzheimer, mais ça participe vraiment. Maladie d'Alzheimer et biomarqueurs sanguins. On entend de plus en plus parler de dosage sanguin, de notamment la protéine Tau. Ces biomarqueurs, ils représentent une avancée majeure. Ils peuvent aider à identifier une pathologie d'Alzheimer chez des personnes qui présentent déjà des troubles cognitifs et qui seraient évaluées dans un cadre spécialisé. Mais ce n'est pas aujourd'hui des analyses à prescrire systématiquement à toutes les femmes de plus de 40 ou 50 ans sans symptômes. Et puis un biomarqueur, ça ne remplace jamais l'interrogatoire, l'examen clinique, des tests cognitifs et l'évaluation d'autres causes possibles de ces troubles cognitifs. Chez une femme sans symptômes, faire un test sans savoir comment interpréter le résultat, ça peut provoquer une anxiété notable sans améliorer réellement la prise en charge. En revanche, lorsqu'apparaissent des troubles persistants qui vont interférer avec le fonctionnement quotidien, il faut évidemment consulter. Répéter les mêmes questions, se perdre dans un lieu familier, ne plus savoir gérer des tâches simples, oublier régulièrement des événements récents importants, avoir des difficultés croissantes avec les finances, la prise de médicaments, l'organisation. Dans ces situations, par exemple, il ne faut pas attendre plusieurs années sous prétexte que c'est normal avec l'âge. Maladie d'Alzheimer, ce que vous pouvez faire dès maintenant. Que faire concrètement? Premièrement, connaître votre tension artérielle. Pas seulement une mesure ponctuelle réalisée dans le stress au cabinet médical. Lorsque c'est indiqué, faire plusieurs mesures à domicile dans de bonnes conditions. Deuxièmement, évaluer votre santé métabolique. Ça commence par le tour de taille, en dessous de 88 voire 80 chez la femme. La glycémie, idéalement en dessous d'1,06 g à jeun. L'hémoglobine glyquée, si besoin. La composition corporelle, notamment avec des impédances mètres. Votre niveau d'activité physique, votre bilan lipidique, encore une fois selon votre cas particulier, et protéger votre masse musculaire. Prévoyez idéalement 2, mais voire 3 séances de renforcement par semaine, adaptées à votre niveau, avec des charges progressives. Et quatrièmement, pratiquez aussi une activité aérobie régulière. Marchez en pente, promenez-vous, marche rapide, vélo, natation, la danse également, très intéressante, la randonnée. Bref, des activités qui vous plaisent et que vous pourrez maintenir dans le temps. Cinquièmement, réduisez
le temps passé assis. Une séance de sport, ça ne compense pas les 10 heures d'immobilité quotidienne. C'est le concept de sédentaire inactif. Levez-vous. Levez-vous, marchez toutes les 45 minutes, toutes les heures, faites quelques squats, faites quelques exercices, étirez-vous, prenez les escaliers. Quelques minutes de mouvement régulièrement répartis dans la journée, c'est vraiment un plus et ça vient complémenter l'activité physique, la marche, etc. Sixièmement, protégez le sommeil. Recherchez une apnée si vous ronflez, si vous êtes fatigué dès le matin, si vous faites des pauses respiratoires ou si vous restez vraiment épuisé malgré une nuit qui paraît longue. Septièmement, faites contrôler votre audition et votre vision, particulièrement si vous faites souvent répéter votre entourage, si vous augmentez le volume de l'iPad, de la télé ou du téléphone, ou si vous évitez de plus en plus les conversations de groupe. Huitièmement, ne fumez pas. Arrêtez-vous si vous fumez et ne commencez pas si vous ne fumez pas. Neuvièmement, protégez votre tête. Un casque à vélo, ça paraît évident, ou en trottinette, la ceinture de sécurité, la prévention des chutes et prudence avec les activités qui exposent au traumatisme crânien répété. Et dixièmement, entretenez vos relations sociales. Pas nécessairement un grand réseau, mais des liens réguliers avec des personnes qui vous font du bien. C'est stimulant et c'est significatif. On peut également ajouter le fait de continuer à apprendre une langue, un instrument, une nouvelle compétence, une activité manuelle ou un projet qui vous oblige un peu à sortir de vos automatismes. J'en rajoute un dernier, méfiez-vous des personnes qui vous promettent de prévenir la maladie d'Alzheimer avec tel régime miracle, tel complément, tel régime extrême. C'est une maladie complexe et qui nécessite une prévention globale qui est bénéfique pour la santé de manière systémique dans son ensemble. La maladie d'Alzheimer, elle continue de nous faire très peur parce qu'elle touche à ce que nous avons de plus intime, nos souvenirs, nos liens, notre identité et évidemment notre autonomie. Face à cette peur, deux attitudes opposées apparaissent souvent. Il y a le fatalisme, c'est génétique, je ne peux rien y faire. Ou il y a la recherche de solutions miracles. Tout ça, c'est extrême. Si je prends ce complément, si je supprime cet aliment ou si je suis tel protocole, je serai protégée. La réalité, évidemment, elle se trouve entre les deux. On ne choisit pas son âge, on ne choisit pas sa génétique, mais on a un véritable impact sur notre qualité de vie et les actions qu'on met en place. On ne contrôle pas toutes les expositions dans la vie, mais une bonne hygiène de vie, une alimentation optimale, ça permet de limiter la survenue de maladies. On a quand même des leviers qui sont très puissants. La tension artérielle, la glycémie, le tabac, l'activité physique, votre masse musculaire, le sommeil, les liens sociaux, l'audition, je vous le disais, la vision également, la gestion du stress, prendre soin de sa santé mentale. L'alimentation, ça c'est la base, et donc cette vie sociale qui est vraiment un des piliers également. La stimulation cognitive, ça reste important, et aucun de ces leviers n'est spectaculaire pris isolément. Mais lorsqu'on additionne tout ça pendant plusieurs années, on va réellement modifier la façon dont on vieillit. La prévention de la maladie d'Alzheimer, elle commence donc clairement pas quand la mémoire commence à diminuer, elle commence maintenant. Elle commence à 40 ans, elle peut commencer à 50. C'est une prise en charge optimale de votre santé globale. Et même, par exemple, après 50, 60 ans, même plus tard, il n'est jamais inutile d'améliorer sa santé cérébrale et cardiovasculaire. Donc, partagez cette vidéo avec les femmes de votre entourage, qu'elles aient des antécédents de démence ou pas. Et évidemment, particulièrement avec celles qui pensent que de toute façon, ça prend trop de temps ou il est trop tard pour se préoccuper de son cerveau. Abonnez-vous à la chaîne pour ce type de contenu. Dans les semaines qui viennent, on aura aussi des interviews d'experts. Ici, on parle de santé de la femme, prévention, périménopause, longévité et de médecine fondée sur l'épreuve. Et moi, je vous dis à bientôt.